C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Et en face, c'est Paris-Rhône, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la faute ou pas? C'est une fiotte. C'est une honte. Voilà. Mais c'est sur Sud Radio, grand couillon, évidemment. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Bienvenue dans les vraies voix du foot, comme tous les mardis soirs, avec un quatuor, comme toujours. Ah, magnifique! La musique de la Ligue des Champions. Celle-là, c'est sûr que quand on l'entend au stade, même s'il fait -2 ou -3, on a les poils qui se hérissent sous les vêtements, avec un trio qui a un peu changé aujourd'hui. Alors, ils sont toujours là, hein. Salut Guy Carlier. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on n'a pas, notre ami Maxime Sénat, on a Quentin Cabanis ce mais soir. c'est soir la Ligue des Champions, alors j'arrive. Quel est ton club préféré? Vite, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Un club qui joue pas la Ligue des Champions. Et qui est du côté de la Canebière, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ça va Guy? Ça va très bien, en pleine forme. En pleine forme. Emmanuel Galasso, ça va Emmanuel? Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. T'es quand même la seule personne qui arrive à faire un trio avec 4 personnes. Oui. Et pour ça, je te dis bravo. Mais non, j'ai dit un quatuor. Non, t'as dit un trio. Ah bon, oh là là, je il a dit un trio. Et vous l'avez entendu, d'habitude, il est là pour le rugby, mais c'est également un grand passionné de foot, supporter de l'OM. Salut Quentin Cabanis. Bonsoir à tous. Au menu ce soir, soirée de Ligue des Champions, il y a la musique de fond bien évidemment. On va prendre tout de suite la direction du stade Pierre-Mauroy de Lille pour parler des compos de ce choc entre le LOSC et la Juventus, un LOSC qu'on n'arrête plus en Ligue des Champions après un départ pas terrible à Lisbonne et 2 victoires contre des clubs madrilènes. Ensuite, il y en a un autre qui joue, c'est l'AS Monaco qui fait un très bon parcours. Autre duel franco-italien, ils sont à Bologne à 21h. On en parlera avec Nicolas, président d'un club de supporters de Monaco. C'est l'info du But Football Club. Est-ce que Gigi Donnarumma est en danger? Gianluigi, c'est un peu long, Donnarumma, puisque son remplaçant Safonov lui a été préféré contre Lens. Est-ce que demain soir on va retrouver Donnarumma dans les buts? Et on conclura avec la nouvelle affaire, double perquisition au siège de la Ligue de football professionnel et au domicile de son président Vincent Labrune. Est-ce qu'il y a un scandale en vue dans le football français? Il y a 2 sondages. Vous pouvez voter sur Twitter. Le premier, c'est: trouvez-vous que les clubs français sont au niveau en Ligue des Champions cette année? Et craignez-vous un scandale dans le football français avec les perquisitions à la Ligue et chez Vincent Labrune? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Mais bien sûr, vous pouvez voter sur Twitter. Allez. Sud Radio, les vraies voix du foot. Direction le stade, alors le vrai nom complet c'est Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy de Lille, et on retrouve Elvin De Fazio qui est commentateur de la Serie A sur l'équipe TV. Salut Elvin. Bonsoir messieurs, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir Elvin. Bonsoir. Salut Elvin. On va tous très bien. Est-ce que tu as les compos des 2 équipes, toi qui es en direct au stade? Alors les 2 compos sont sortis, d'abord celle de la Juve et ensuite celle de Lille. Pas vraiment de surprise côté lillois, les hommes forts jouent avec David, Zegrova, Chevalier dans les buts, mais malheureusement beaucoup d'absents. Et côté Juve, pareil, pas vraiment de surprise avec les hommes forts qui sont là comme Vlahovic, Thuram ou Kaloulou pour parler des Français. Alors, c'est un duel auquel on s'attend. Tiens, Guy, est-ce qu'un 4e de Ligue 1 tient la concurrence face à un 6e de Serie A? Et surtout, c'est quand même un monument du football européen et mondial, la Juve. Oui, plus que le classement ponctuel de ces 2 équipes. Ce qui peut aider Lille ce soir, je dirais que sur un plan général, la Juve, par son histoire, par ce qu'elle représente, et l'institution et les joueurs, est légèrement sur le fond supérieur à Lille, mais ce qui peut aider Lille, c'est que la Juve sort de 3 saisons merdiques, on peut le dire, que Thiago Motta est arrivé, qu'il met en place un nouveau projet pour lequel il a les idées très très précises. Il a été pris pour ça. Il a remis en cause certaines vedettes qui étaient installées dans le vestiaire. Enfin, les méthodes d'entraînement ont changé, etc. Et évidemment, Lille
c'est un peu les montagnes russes, forcément. Ils ont fait 9 nuls sur les 13 derniers matchs, etc. Ils perdent 2-0 au Sporting et ils battent les deux clubs madrilènes après. Certains supporters commencent même à s'impatienter, mais c'est les footix. Parce que les vrais comprennent qu'il y a un vrai changement avec Thiago Motta et qu'on va vers un football moderne. Le problème de la Juve, c'est qu'ils avaient un football dépassé, complètement dépassé, un football des années 90. À ton avis, est-ce que la Juve, qui est un club mythique, de Ligue des Champions, alors c'est un des rares clubs qui a gagné les 3 Coupes d'Europe, entre la Ligue des Champions, la Coupe des Coupes qui a disparu et la Coupe de l'UEFA, c'est un des clubs qui a gagné les 3 Coupes d'Europe. Est-ce que pour toi c'est un club, c'est un duel disproportionné, ou est-ce que Lille, après avoir tapé le Real l'Atlético, peut bien taper la Juve? Alors, ce qui est sûr, Philippe, c'est que je t'aurais pas fait la même réponse avant la confrontation face au Real et face à l'Atlético. On se rend compte que Lille ne rougit devant personne. Oui, pour répondre Pas même le Real. Pour répondre à ta question, quand même, oui, évidemment, la Juve est en monument, mais vu l'histoire récente du LOSC, je pense que Lille ne fera pas de complexe d'infériorité. En tout cas, de ce côté-là, on peut en être sûr. Et je suis assez d'accord avec Guy sur la tendance positive avec Thiago Motta. On est arrivé quand même au bout d'un cycle avec Allegri. On sentait qu'il y avait une usure. Et ce que commence à mettre en place Thiago Motta, alors c'est pas parfait, mais on l'a dit, pour l'instant, ils sont invaincus, la Juve. Il y a beaucoup de matchs nuls, c'est un petit peu poussif, mais on sent qu'on lui laisse du temps. On fera le jeu du pronostic à la fin, donc je vais pas le dire tout de suite, mais je pense que peut-être, contrairement au Real et à l'Atlético, cette Juve-là, avec cette dynamique-là, parce qu'il y a une sorte d'usure quand même du côté du Real et de l'Atlético, j'ai l'impression que cette Juve-là peut poser beaucoup de problèmes à Lille, au-delà même du nom et du statut européen qu'ils peuvent avoir. Je pense que cette Juve-là va poser des problèmes à Lille ce soir. Guy, tu voulais réagir? On va voir avec Lille. Tu veux qu'on peut faire les pronostics, on va le faire en dernier, le pronostic, comme toujours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux pour Lille rencontrer la Juve aujourd'hui que dans 6 mois. Absolument. Alors, Elvin, comment est-ce qu'on voit ce match côté transalpin? On rappelle que tu commentes la Serie A pour l'équipe TV. Et est-ce que les 2 victoires, parce que quand même battre en 2 journées le Real et l'Atlético, ça laisse pas indifférent, est-ce que ça fait parler de l'autre côté des Alpes? Ouais, clairement, ce matin, la Gazzetta dello Sport était très méfiante en ce qui concerne Bruno Genesio, parce qu'il a toujours été très bon tactiquement face aux équipes italiennes. Donc, je dis pas qu'il y avait de la peur, mais il y avait plutôt de la méfiance. On sait qu'il y a des joueurs forts comme Zegrova ou David. Donc, la Juve est consciente de ses forces, consciente qu'elle débute un nouveau projet avec Thiago Motta, consciente qu'elle va affronter une équipe de Lille qui sera portée par son public. Mais la Juve, ça reste la Juve. Elle ne doit pas avoir peur de Lille en Ligue des Champions. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Il faut rester calme. La Juve débute un nouveau projet avec des nouvelles idées. Elle sort de 3 ans de cataclysme plus possible avec Allegri. Donc il faut laisser le temps à Thiago Motta de travailler. On a vu de très bonnes choses déjà lors des 3 premiers matchs en Ligue des Champions, moins lors de la dernière journée face à Stuttgart. Mais elle revient quand même de beaux matchs, notamment face à Leipzig, où elle était à 10-11. Alors, je rappelle le parcours de la Juve. On a rappelé celui de Lille. Ils ont battu le PSV 3-1 à domicile au premier match. Ils ont gagné 3-2 à l'extérieur contre le Red Bull Leipzig. Et ils ont été perdus contre une autre équipe allemande, le VfB Stuttgart, chez eux 1-0. Emmanuel Galasso. Oui, Elvin, petite question là. On parle du début de saison de la Juve. Comment ce début de saison est vécu par les supporters, par la presse italienne globalement? Est-ce que c'est plutôt bien reçu? Et est-ce que tu penses que dès sa première saison à la Juve, Motta est attendu sur la Ligue des Champions? Est-ce qu'il y a un objectif qui a été annoncé clairement pour la Juve en Ligue des Champions? Non, d'objectif concret, non. Redevenir compétitif, parce que la Juve n'existe plus en Europe depuis 3 ans. Il y a énormément d'enthousiasme, parce qu'il y a du beau jeu, parce qu'il y a un nouveau projet, parce qu'il y a un nouvel entraîneur, une nouvelle mentalité. Donc, moi, quand j'ai posé des différentes questions aux tifosi, ils m'ont tous répondu la même chose. On va être extrêmement patient, parce qu'on croit en Thiago Motta. Et je pense que la Juve elle-même croit en ce nouveau projet. Guy, juste une question. Quelle est l'ambiance dans le stade ? Ça commence peu à peu à monter, mais il y avait beaucoup d'enthousiasme aux abords du stade, parce que porté évidemment par les 2 derniers résultats et les victoires face au club madrilène. Alors, il y a une question qui se pose. Genesio, c'est quand même un des rares entraîneurs. Ah bah, Quentin veut réagir. Vas-y, Quentin. Moi, j'avais une question aussi pour Elvin, parce que on sait qu'à la Juventus, il y a souvent une tradition française. Là, il y a encore des joueurs français. Il y a Kefren Thuram, il y a Kalulu, mais il y a aussi beaucoup de Français dans le staff. Donc, j'imagine que cette équipe de la Juventus, contrairement peut-être au Real Madrid et à l'Atlético, connaît cette équipe lilloise et la respecte. Alors, j'imagine qu'il y aura plus difficilement une possibilité de surprise pour les Lillois que sur les matchs précédents, Elvin.
L'entièreté du staff de Thiago Motta est français, hein. Son Hugues, son adjoint, Collinet, le préparateur physique. Donc Thiago Motta, Philippe le sait très bien, il a fait les belles heures du PSG, sacré joueur. Lui, il allait au mastic au milieu de terrain. On peut pas dire le contraire, contrairement à d'autres. Je vise personne. Thiago Motta est parti en 2019. Oui, il y avait Iconé, Maignan, Fonté, Bamba. Enfin, tu vois, c'est plus tout à fait le même Lille, quoi. Non, mais hier en conférence de presse, Thiago est resté très focus. Il a dit il faut pas sous-estimer cette équipe de Lille. Il faut les prendre au sérieux. Je pense qu'il a conscience que c'est une équipe dangereuse. Et Genesio, donc, il fait souvent des miracles contre les grands clubs. Je crois que c'est le seul entraîneur qui ait battu à la fois Ancelotti, ce qui est quand même pas mal, hein, c'était récent, Guardiola et comment il s'appelle, Simeone, et également Mourinho. C'est là le magicien Mourinho. Est-ce que quelque part, face à la Juventus de Thiago Motta, il va pas trouver encore le petit truc qui fait gagner d'un but, mais qui permet quand même d'engranger 3 points. Et inutile de dire qu'avec 9 points, ils ont un calendrier qui est quand même un peu plus facile ensuite que le Real, l'Atlético et la Juventus. Ce serait la porte ouverte pour la qualification pour les Dogs. Moi, je te dis pourquoi pas. Quand tu bats le Real, quand tu bats l'Atlético, tu ne dois plus avoir de limite. Certes, c'est la Juve, mais tu peux toujours trouver des arrangements tactiques pour t'en sortir. Tout dépendra de l'approche, parce qu'en Ligue des Champions, l'approche mentale est extrêmement importante. C'est clair. Donc, j'ai hâte de comprendre comment se dérouleront les 15 premières minutes pour savoir si la Juve prendra le dessus ou pas. Mais Lille sera portée par son public, donc je pense qu'il y aura beaucoup d'enthousiasme de ce point de vue-là. Emmanuel. Ouais, tu l'as amorcé dès le début, Elvin, sur les absents côté lillois. Il y a notamment la défense qui est décimée à Lille et Aïssa Mandi qui devrait commencer défenseur droit pour compenser les absences de Thomas Meunier et Thiago Santos. Est-ce que tu penses, Elvin, qu'il peut y avoir peut-être un plan de dernière minute de Thiago Motta pour un petit peu jouer sur ses faiblesses lilloises, ou quelque part il a sa philosophie de jeu, il a des certitudes et voilà, il va rester sur les fondamentaux, selon toi? L'une des armes justement s'appelle Francisco Conceição, le portugais, qui est vraiment une vraie arme, et je pense qu'il va faire très très mal à Lille de ce point de vue-là. Il va énormément jouer sur les côtés, où Kenan Yıldız, pareil, est peu connu du grand public, mais c'est un sacré joueur aussi. Koch-Miners devant peut faire très très mal. Donc oui, il y a des faiblesses derrière côté Lille, et Thiago Motta le sait très bien. Guy, Philippe parlait de Genesio et de ses succès sur le Real et sur l'Atlético, etc. Et alors, il y a une espèce de condescendance quand on dit ça, un peu comme si c'était on rigole. Ah, bah t'as vu, il a battu Guardiola, machin et tout. C'est un bon entraîneur. Moi, je trouve qu'il est sous-coté et assez méprisé de manière injuste. Et méprisé en France. Et tout ça vient, on va pas faire une psychanalyse de prise unique, mais tout ça vient de ce qui s'est passé à Lyon, rappelons-le, où une frange des supporters a eu sa tête avec des méthodes qui sont pas convenables, et il est parti à Rennes où il a été apprécié, où il a pu mettre en place un projet, un plan de jeu, une façon de jouer qui a séduit, et peu à peu il a, comment je pourrais dire, il a oublié cette espèce de complexe que lui avait filé ce départ de Lyon pour s'assumer vraiment. Et là, maintenant, à Lille, il est vraiment au top de sa forme d'entraîneur, je dirais, comme on peut dire d'un joueur. Et je pense que c'est vraiment un bon entraîneur au niveau européen. Et ce serait super de le voir avec une équipe d'une plus grande dimension, et vraiment de le voir à plus grande échelle. Alors, évidemment, c'est le moment du pronostic. Guy, ton prono? Un partout. Emmanuel, ton prono? 1-0 pour la Juve. 1-0 pour la Juve. Ouais. Ah. Quentin? 2-1 pour la Juve. Ah, moi je vais mettre un petit 1-0 pour Lille, comme contre le Real, peut-être pas un penalty, mais un petit 1-0. Et pour toi, Elvin? L'inverse de toi, Philippe, 1-0 pour la Juve. Ah, d'accord, c'est vraiment très partagé. Tu gardes le podcast, Quentin, parce que là, après, ça va régler les comptes la semaine prochaine. Merci beaucoup, Elvin De Fazio, commentateur de la Serie A pour la chaîne L'Équipe. Eh bien, il y a un autre duel franco-italien. Alors là, c'est vraiment un club qui est à la frontière italienne. Hein. C'est Monaco qui se rend à Bologne ce soir. Et on va tout de suite en parler. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite dans les vraies voix du foot.
Sud Radio. Sud Radio. Retour des vraies voix du foot et on parle beaucoup Ligue des Champions puisqu'il y a une double confrontation franco-italienne. Ce soir, on a parlé de Lille-Juventus et tout de suite, il y a un autre duel, mais ce coup-là, ça se passe en Italie. C'est entre Bologne et l'AS Monaco. Et on a avec nous un éminent supporter de l'AS Monaco qui a son compte Twitter, un vrai fan des Rouges et Blancs, Daguet Mounegou. C'est bien ça. Salut Nicolas. Bonsoir à vous. Salut Nicolas. C'est bien Daguet Mounegou. Daguet Mounegou en monégasque, qui est une langue, je crois, ligurienne. Tiens, est-ce que pour toi, Guy, un deuxième ex-aequo, on va commencer par Emmanuel, un second de Ligue 1, enfin c'est second ex-aequo, oui. Ils sont troisième à la différence de but. Ils sont troisième, c'est important. Voilà, ils sont troisième, oui, parce que c'est l'OM qui est devant. Quentin, qui est supporter de l'OM, n'a pas pu s'empêcher de le dire. C'est déséquilibré face à 9e du Calcio ou de la Serie A. Ouais, il y a le classement en championnat, comme tu dis, Philippe. Il y a aussi déjà les 3 premières journées de Ligue des Champions qui donnent un peu un aperçu des forces en présence. Pour l'instant, Bologne qui a fait un match nul contre le Shakhtar et ensuite 2 défaites à domicile. Une défaite à Liverpool 2-0, une défaite à Villa 2-0 et Monaco dans le même temps qui en est à 2 victoires et un nul. Donc victoire contre Barcelone 2-1 à domicile, nul à Zagreb et victoire à domicile contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors à Zagreb, c'était un match de water-polo vu les conditions météorologiques, c'était pas vraiment du football. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Si on fait pour l'instant une photographie de ces 3 premières journées de Ligue des Champions, c'est sûr que Monaco part clairement favori et Bologne monte justement on parlait de Thiago Motta juste avant, un après Thiago Motta qui est très très compliqué pour Bologne. On parlera un petit peu tout à l'heure de l'équipe, mais moi il y a juste Dalinga que j'adore parce que je suis supporter de Toulouse. TFC. Donc j'adore Dalinga mais qui a pas mis un but depuis le début de la saison, qui est à la place de Santi Castro. Évite de dire ça. Parce qu'en général, quand on dit qu'un joueur n'a pas marqué, il marque. Je ne vais pas te porter l'œil à Monaco, mais il y a Santi Castro, le petit Argentin qui fait les siennes là, depuis le début de saison. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a rien, c'est le néant devant Bologne. Donc la question, est-ce que Monaco est favori ? Pour moi, évidemment oui. Est-ce que Monaco doit gagner ? Évidemment oui. Mais après, on mettra une petite nuance avec Guy, parce qu'on en a parlé avant. On a un petit bémol sur l'effectif monégasque. Alors, d'accord là-dessus. On parlait avant l'émission, Philippe nous demandait, est-ce qu'il y a 2 Monaco, un en championnat, un en Coupe d'Europe, etc. Il n'y a pas 2 Monaco en championnat ou en Coupe d'Europe. Il y a 2 Monaco avec ou sans Zakaria, à mon avis. Absolument. Et donc là, les derniers temps, c'était sans. Et il y a aussi un problème de motivation des autres. C'est-à-dire de joueurs comme Minamino, Crépin Diatta, etc., qui sont des joueurs de niveau international quand ils ont la niaque, quand ils ont envie de jouer, et quand Zakaria est là, et qui peuvent lâcher l'affaire, comme la semaine dernière en championnat. Donc c'est assez difficile à dire, c'est assez imprévisible, et on a du mal à avoir un éclairage sur les possibilités de cette équipe. Ouais. Nicolas, il y a une question qui se pose. La défaite 1-0 à domicile contre Angers, qui va plutôt jouer la relégation qu'une Coupe d'Europe, on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que c'est pas inquiétant et pas bon pour le moral à quelques jours d'un match de Ligue des Champions ? Alors, pour moi, Monaco a effectivement le visage d'une équipe sans son capitaine, et Zakaria est, comme ça a été dit, pour moi, extrêmement important. Il y a un Monaco avec et sans. Je rajouterais aux joueurs qui prennent leur spleen également Golovin. Ah oui. Qui a priori va être titulaire ce soir. On a les compos, si j'en crois le site de l'équipe. Vous voulez que je la donne pour Monaco ? Oui. Alors dans les buts, Mayeki, défense Vanderson et Wissa Elebi sur les côtés, Kerrer Singo centraux, ça c'est logique. Camara Magassa en récupérateur. A priori ce sera un 4-2-3-1, milieu offensif Ben Seguir, Golovin, Akliouche et seul devant Mbolo. C'est a priori ce que dit le site de l'équipe. Je te redonne la parole, Nicolas. Oui, et donc effectivement après Golovin qui fait un début de saison vraiment catastrophique. Il a dû faire 90 minutes de bonne sur la quinzaine de matchs que Monaco a joué, ce qui est quand même assez mauvais. Et sans un bon Golovin, sans un Minamino en forme, sans un Mbolo en forme, ça devient extrêmement compliqué de pouvoir faire quelque chose. Quand Balogun est blessé devant, quand au milieu de terrain le meilleur joueur de l'équipe est pas là, et derrière Salisu qui est absent aussi et qui pour moi le patron de la défense, ça devient très très compliqué. Nicolas, est-ce que tu penses que Golovin traîne son spleen comme tu dis, ou est-ce que c'est peut-être physique parce qu'il y a eu beaucoup de blessures et on a l'impression qu'il joue avec une sorte d'appréhension? Est-ce que c'est de l'ordre psychologique dans les deux cas, mais est-ce que tu penses qu'il a retrouvé toutes ses sensations et toutes ses capacités physiques?
Alors moi ça va être assez simple, c'est-à-dire que Golovin est pour moi à Monaco sur courant alternatif. C'est-à-dire qu'à part la saison dernière où il a été excellent de A à Z, ces saisons ont été relativement souvent inégal, sur 4 mois excellentes et le reste très moyen à très faible. Et je pense que c'est ce qui lui manque pour passer à un grand club, c'est qu'il n'a jamais eu de régularité. Dis, tu réagis. Oui, pour répondre à ce que dit Emmanuel sur son état de forme, etc., et son manque de volonté, il y a quand même dans ses gestes quelque chose qui traduit un manque de motivation. Voilà, est-ce que c'est pas la peur de se blesser? J'en sais rien, mais en tout cas, on ne sent pas vouloir se battre, tout donner pour l'équipe. Et je me souviens, Nicolas, lors de ta première intervention, tu avais déjà fait part de tes doutes. Je t'avais dit que c'était le joueur que je préférais à Monaco, qui est un joueur soyeux sur la saison dernière, sur ce qu'il a fait la saison dernière, et tu m'avais dit oui, mais attends, Sion cette année il démarre sur d'autres bases beaucoup moins élevées, et ça ne fait que confirmer. Quand Golovin est pas au niveau, ça plus Zakaria, ça fait beaucoup. Le problème de Golovin, il est vraiment là, c'est qu'il a une tendance à choisir ses matchs, et assez insupportable. Donc quand on aime le foot, le beau football, on apprécie forcément sa qualité technique, etc. Le problème, c'est qu'il veut s'en servir de ses qualités qu'une fois sur 5. Donc c'est assez énervant pour moi en tant que supporter. Après, il y a d'autres supporters qui sont totalement fans de lui, même quand il est comme ça. Donc Emmanuel. Oui, Nicolas, on ne peut pas faire un grand parcours en Ligue des Champions sans un grand neuf. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais j'aimerais avoir le tien. Est-ce que tu penses que Mbolo est ce grand numéro 9, et est-ce que c'est un attaquant suffisamment taillé qui a les épaules pour tenir Monaco en Ligue des Champions? Les épaules, par contre. Ça, c'est physiquement, la métaphore des épaules. Les épaules, il les a. Mbolo, je ne sais pas. Par contre, ce qui est assez terrible, c'est que Monaco a perdu Balogun lorsqu'il était vraiment en train de prendre en poids offensif. Et ça, c'est assez terrible parce qu'on perd vraiment au moment le plus important, commencer à prendre de la confiance et à enquiller les buts. Mbolo, c'est compliqué, il revient des croisés. Les croisés en général, même quand on a repris... il faut 1 mois ou 2 ou 3 mois. Moi, on m'a dit qu'il faut 1 an, tu étais arrêté 6 mois, mais il faut vraiment 1 an pour récupérer d'une rupture des croisés. C'est absolument ça, et c'est exactement le même cas pour Caio Henrique qui a eu la même blessure à Monaco l'an dernier, et on voit qu'il est assez fantomatique cette année par rapport au talent qu'on lui connaît. Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup à Monaco, que je trouve très bon techniquement, et qu'à mon avis on pourrait appeler en équipe de France, c'est Akliouche. Est-ce que c'est pas l'occasion pour lui, tu me passeras l'expression, de prendre les clés du camion dans un match comme ça? Parce que Bologne, c'est pas le super Cador, c'est une équipe du calcio, et quand on voit le palmarès des clubs italiens par rapport au club français, ils nous regardent très loin dans le rétroviseur en tout petit derrière. Et est-ce que c'est pas le type de match où il peut prendre les clés du camion et dire Golovin n'est pas là, c'est moi le patron? Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi, et j'irai même plus loin. Je pense que il a essayé de les prendre déjà contre Angers, où pour moi il a été le seul joueur à tenter des choses, à être présent sur le terrain. Les autres dormaient et lui il a essayé de prendre le jeu à son compte. Et je pense même, on peut dire que je m'enflamme, etc., mais je pense même qu'il est le remplaçant de Griezmann en équipe de France. Moi c'est ce que je pense. Moi je pense que c'est le futur remplaçant de Griezmann en équipe de France. Il faudra pas trop tarder avant de l'installer un peu en équipe de France quand même. Mais ça c'est pas lui qui reçoit, c'est Deschamps qui appelle les joueurs. C'était bien ce que je disais. En plus, il a un charisme. Oui, c'est un charisme également. En général, Deschamps et les Monégasques, bon, ça le fait. Donc, après, il y a de la concurrence. C'est quand même l'entraîneur. Comment j'ai pas entendu? Il y a de la concurrence quand même en équipe de France. Il y a Olysée qui arrive. Oui, c'est vrai. Oui, pourquoi pas vrai, aussi. mais s'il y a un bon parcours de Ligue des Champions, de Monaco en Ligue des Champions, on sait que Deschamps est sensible à ça. Ça peut bien aider. Et puis, mais le Bayern risque de faire un meilleur parcours que Monaco en Ligue des Champions. Même si Monaco, les années en 4, peut faire des très grands parcours en Ligue des Champions. Rappelons-nous 2004. Oui. Ah oui, d'accord, c'est Nostradamus. Là. C'est ça. Une dernière chose pour Bologne.
au moins ils vont découvrir, on en parlait avec Emmanuel aussi, de ce stade, le stade qui est magnifique, le stade Renato Dallara, qui est un mixte surprenant entre une architecture mauresque et art déco, un très très beau stade. Ça fait partie des petits bonheurs du foot quand vous roulez et que vous passez dans une ville où il y a un grand stade, enfin d'une grande équipe, faites le détour et allez voir les stades. C'est toujours un bonheur quand vous, au détour d'une rue, vous apercevez une architecture comme ça de cathédrale, de païenne de stade. Ah ça c'est beau, c'est vrai. Je préviens juste nos auditeurs, il y a un joueur qui jouera pour Bologne ce soir qui s'appelle Odegaard, qui n'a rien à voir avec Odegaard. Donc mettez bien vos lunettes, installez-vous, mettez un plaid, c'est un autre monde. Voilà. Fais attention, je crois que là Quentin va te reprendre. Alors, on est obligé de passer par les pronostics. Alors vos pronos, Guy, pour ce soir, Bologne ASM. Je vois Monaco 2-0. 2-0, Emmanuel. Un partout. Un partout. Quentin. Pour gagner 2-0, il faut mettre 2 buts et ça va être compliqué avec Mbolo devant. Donc 1-0 pour Monaco. Bah moi je vois bien un 2-1 pour Monaco. Et pour toi, Nicolas? J'espère une victoire monégasque, mais je dirais 2-2. Je pense qu'on va prendre des buts encore. Ah ouais, 2-2, parce que ce sera le même score qu'à Zagreb, mais a priori, la météo, le terrain plus sera... clément. Le terrain ne sera pas dans le même état. Merci Nicolas et Dagué Mounégou, faut le dire en monégasque, parce que c'est toujours bon pour les points UEFA. Allez, tout de suite, on va voir le But Football Club avec nous, qui se pose cette question, est-ce que Donnarumma sera dans les buts du Paris Saint-Germain demain? On peut dire que il y a quelques matchs en Ligue des Champions, notamment du côté d'Arsenal, qui ne sont pas très bien passés pour lui. On va retrouver le rédacteur en chef de But Football Club, Alexandre Corboz. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Sud Radio. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso et Quentin Cabanis, remplaçant de luxe de Maxime Sénat. Ah, mais je vise la place de titulaire quand même. Qui est en train de suivre avec passion le parcours des Girondins de Bordeaux, même si c'est plus tout à fait au plus haut niveau. Je crois qu'on doit aux auditeurs la vérité, leur dire de quoi on parlait pendant la pub. Il n'y a aucune raison, on leur cache rien. Emmanuel voulait aller chercher son stylo et donc il ne savait pas s'il avait le temps d'y aller. Voilà, c'est une information passionnante que je tenais à partager avec nos auditeurs qui sont en quelque sorte nos amis. Il n'y a plus aucun secret dans cette émission. Non. Allez, on retrouve nos amis du But Football Club et son rédacteur en chef. Salut Alexandre Corboz. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors le dossier du But Football Club, il n'était pas titulaire contre Lens samedi dernier au Parc des Princes, Gigi Donnarumma, et c'était Safonov qui l'était. Est-ce que pour demain soir, avec ce choc contre l'Atlético Madrid, on va retrouver Donnarumma dans les buts ou est-ce qu'on va retrouver son numéro 2 russe? Alors aujourd'hui, c'est pas encore totalement arrêté parce que Luis Enrique joue beaucoup là-dessus dans sa communication pour dire qu'il dispose de 3 gardiens et qu'il peut faire un peu comme il veut. Mais c'est vrai que ça dépend beaucoup de l'adversaire parce qu'il a décidé d'adapter davantage le jeu de son équipe à l'adversaire au niveau des gardiens. Et pour lui, le meilleur jeu au pied de l'effectif, ça se discute, c'est Safonov. Donc pour Lens, pour une équipe de Lens qui faisait un pressing haut, ça collait bien au profil de Safonov. Sachant que Donnarumma, le jeu au pied, c'est quand même pas sa spécialité. C'est moins qu'on puisse dire. C'est comme les sorties aériennes. On va dire, comme disait un commentateur regretté, que c'est pas la sécurité sociale. Voilà, c'est ça. En fait, mais pour moi, le problème, c'est surtout qu'on a affaire à une flopée de gardiens moyens à Paris. Bah, oui. C'est pas un débat. C'est pas en fait une problématique de riches à Paris. C'est tout simplement une problématique de profil. C'est qu'on n'a pas un numéro 1 qui détache tellement qu'on dit il est exceptionnel. Le seul qu'on ait eu sur les années QSI, malheureusement, c'est Keylor Navas. On a fait n'importe quoi avec lui. Donc maintenant. Alors, voilà, oui, là, on avait vraiment un problème de riche entre Donnarumma et Navas, mais effectivement, là, Luis Enrique a déclaré que Safonov correspondait, là, en conférence de presse, parfaitement au jeu qu'il veut mettre en place, et il n'a pas prononcé, il n'a pas donné le nom du titulaire, il a dit « Je déciderai demain matin après un bon cappuccino ». Alors, est-ce qu'il lit dans le cappuccino? Vous vous souvenez, Domenech se lisait dans le cappuccino de poulet. Alors que, excuse-moi, toi qui es d'origine espagnole, ce serait plutôt dans un cortado pour un espagnol, pour lire un entraîneur italien, un cappuccino, oui.
C'est peut-être un indice pour demain, le cappuccino. Non, mais par contre, Alexandre, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est quand même, juste petite parenthèse, c'est quand même dingue qu'un entraîneur adapte son style de jeu jusqu'au gardien dans la construction du jeu. Mais si on en croit la logique d'Enrique qui consiste à dire que s'il y a l'équipe d'en face qui est en bloc haut, il faut un gardien qui a un bon jeu au pied, on peut se douter que demain l'Atlético jouera en bloc bas, donc ce sera plutôt Donnarumma. Et ce sera Donnarumma, oui, ce serait la logique. Ça serait la logique, et puis bon, ça rejoint l'indice du cappuccino. Mais c'est vrai que quand on regarde... Oui, il aurait dit un café vodka, là on aurait compris que... Mais c'est ce que dit Alexandre. De toute façon, Safonov est pas au niveau d'un grand gardien européen. Et c'est pas Ederson non plus dans le jeu au pied, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Donc c'est évidemment Donnarumma. À mon avis, il n'y a pas photo et il faut lui faire travailler ça. Mais il bosse. En même temps, il peut pas dire que Safonov a pas sa place quand t'as lâché 20 millions sur un gardien alors que t'as déjà Donnarumma. T'es obligé d'en dire du bien, mais de le faire jouer de temps en temps. Je suis désolé, sinon c'est une erreur de casting énorme. Et si tu le testes pas, au moins en Ligue 1, tu te trompes. Mais je pense que dans les gros matchs, Donnarumma, si il est dans un bon jour, il est exceptionnel. Ça a été quand même, rappelez-vous, un joueur qui a été nommé meilleur joueur d'un Euro. Oui, donc c'est pas n'importe qui. Il a fait gagner l'Italie, ce garçon. Alors oui, c'est la série de tirs au but en finale contre l'Angleterre qui, à mon avis, a quand même bien poussé les choses aussi. Il a fait gagner son équipe, donc ça veut dire que dans les moments clés, il sait être là. Alors il a eu des ratés avec le PSG, mais c'est vraiment un gardien de top niveau. Et sur sa ligne, il a fait des bourdes, il est moyen au pied, mais sur le reste, il n'y a pas photo entre les deux. Il est très très fort. Normalement, Safonov doit être numéro 2, c'est la doublure en cas de blessure. Quentin soulève quelque chose de très intéressant, c'est que le PSG a fait exactement la même chose avec Safonov qu'ils avaient fait pour Donnarumma, c'est l'opportunité de marché. C'est-à-dire qu'avec Keylor Navas, ils se sont dit oulala, mais on peut avoir Donnarumma à un prix défiant toute concurrence, un gratuit pour un gardien de ce calibre, donc ils le prennent exactement en créant. Pareil, Safonov à 20 millions, c'est pas une affaire. C'est pas une affaire en or. C'est pas l'affaire du siècle. Non, mais c'est opportunité en se disant on va avoir une doublure pour concurrencer Donnarumma, alors qu'en fait qu'est-ce que tu fais? Tu le fragilises ton gardien. Et c'est ce qui avait été le cas avec Keylor Navas. Elle avait fragilisé Donnarumma. Cette espèce de concurrence avait même soulevé le vestiaire parce qu'il y avait un clan Donnarumma et un clan Keylor Navas. Et je me dis, mais comment on peut répéter les mêmes erreurs en si peu de temps et surtout qu'à l'époque on avait quand même un top Keylor Navas, et là c'est deux gardiens que moi je juge, même si Donnarumma est supérieur, mais moyen plus c'est vraiment se compliquer la vie, quoi. T'es d'accord avec ça? On a l'impression que le PSG ne retient jamais les leçons de ses erreurs du passé. T'as ce sentiment, Alexandre? Ah bah totalement, c'est toujours les mêmes erreurs. Au niveau des recrutements, on nous sort aussi à un moment donné qu'on va faire preuve de plus d'humilité, qu'on va penser davantage collectif, mais en fait il y a toujours des erreurs qui se répètent, l'erreur des gardiens, de pas prendre de numéro 9. Il l'avait déjà fait ça après, je sais pas si vous vous souvenez, l'année juste après le départ d'Ibra. Avant qu'ils fassent leur politique de star, il y a eu une année un peu blanche, un peu bizarre, où ils ont voulu faire non, on va remplacer Ibra par le collectif. En fait, j'ai l'impression que c'est un jour sans fin, le PSG. C'est le jour de la marmotte, en fait. Tout le temps. Guy, tu veux réagir? Non, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais de toute façon, les bourdes de recrutement du PSG, que ce soit... peu importe la faute qui est responsable de ça, de Leonardo à Campos, enfin, ça n'a pas cessé depuis. Je lisais ce matin que Griezmann avait failli venir au PSG à plusieurs reprises. Tu as vu ça dans l'équipe, et ils ont préféré prendre Gézé, quoi. Donc Gézé qui a été un bide. Déjà, il est arrivé. Déjà, quand un mec vient au premier entraînement qu'il a une crise d'appendicite, tu te dis, t'as déjà la Shkoumoun pour commencer, non? Et par contre, c'est très bon DJ. Il a fait des bons albums aussi. En reggaeton, il cartonne. Non, mais voilà, c'est plein d'histoires comme ça. On le sait, au PSG, il n'y a eu que ça. Alors, on va parler justement de Griezmann et du match de demain soir, parce que c'est quand même un match clé. Je donne les parcours. Le PSG a battu Gérone à domicile 1-0, a perdu Arsenal avec 2 bourdes de Donnarumma 2-0, a fait un nul très moyen contre le PSV Eindhoven 1 partout, et l'Atlético a battu le Red Bull Leipzig 2-1 à domicile, a été battu 4-0 au Stadio da Luz contre Benfica et a perdu 3-1 à domicile contre Lille. Est-ce que demain soir, c'est pas un match à qui tout double entre l'Atlético et le PSG, parce que ils sont quand même pas au mieux, on peut dire, en Ligue des Champions? Non, le PSG, ils n'ont pas l'objectif de gagner la Ligue des Champions, donc ça va, ils n'ont pas de risque.
C'est vrai, il a bien gobé le discours. Là, c'est le supporter de l'OM qui balance je ne fais que répéter les mots de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. T'es d'accord, Alexandre? Est-ce que c'est pas demain le duel entre deux équipes? Pour moi, c'est... Là, demain, peut-être qu'on verra un des deux vraiment en grande difficulté s'il n'y a pas match nul. Mais comme je penche pour un match nul assez clair demain, je me dis qu'il n'y aura pas de grande avancée malheureusement pour ces deux équipes qui sont des grosses déceptions en Ligue des Champions, peut-être les deux plus grosses déceptions de cette Ligue des Champions. Ah, c'est sûr que c'est des grosses déceptions. Guy. Le problème de fond, c'est que là, ce match demain, il est très important pour Luis Enrique parce que, à force de dire qu'il met en place son jeu, ça fait 1 an et demi maintenant, et on voit que, par exemple, ils ont gagné le but de Dembélé, donc qui était à 1m50, qu'il l'a pas. Celui-là pour ne pas le cadrer. Voilà, il n'a pas tué une mouette pour une fois, et donc ce sont des buts de phase de transition avec Barcola et Dembélé, c'est-à-dire ce qu'il ne veut pas comme jeu. C'est-à-dire que ça va à l'encontre. De la même façon, il préfère mettre le gardien russe à la place de Donald. Tu vois, il y a toutes ces choses-là parce qu'il va s'entêter. Donc, moi, je veux bien encore lui faire crédit et lui faire confiance. Mais si demain on est éliminé ou alors qu'on se sauve par un but merdique, type Giron, un CSC, voilà, 90e minute, une contre-attaque éclair de Barcola ou de Dembélé, c'est-à-dire l'inverse du jeu préconisé par Luis Enrique, il faudra se poser des questions de fond. Emmanuel, il va falloir se poser des questions de fond. Mais je tiens à t'en donner la parole. Mais un match nul serait un mauvais résultat pour tout le monde. C'est ce que j'allais dire. Moi, avant de jouer au jeu du pronostic, je fais un petit avant-goût quand même. Je pense quand même qu'on a deux équipes très malades là, le PSG et l'Atlético, et que le plus probable, quand on voit les styles différents, c'est que l'Atlético arrive très bas et très minimaliste, et que le PSG, qui a du mal qui a pas de numéro 9, qui a pas de point d'appui, et par rapport à son animation, qui a du mal face à ces équipes-là, alors je sais pas s'il y aura 0-0, mais qu'on se trouve sur un match assez fermé. Et Alexandre l'a déjà dit, après ce sera le Bayern. J'ai le même avis. Et quelque part, la question pourra sans doute se leur poser contre le Bayern, et c'est peut-être ce match-là qui sera vraiment déterminant pour le PSG, parce qu'un match nul est un mauvais résultat, mais avec le PSG actuel... désolé, il y a toujours une tradition, il y a la trêve des confiseurs, Noël le 25 décembre, il y a toujours la crise de novembre au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'en cas de défaite à domicile demain soir ou de match nul aussi mauvais que contre le PSV Eindhoven par exemple, on risque d'avoir, et après il y a le Bayern, alors là ça va être quelque chose, est-ce qu'on ne risque pas d'entrer dans la crise de novembre du PSG dès le 6 du mois, ce qui serait quand même assez tôt? Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y aura une crise, une vraie crise au PSG, dans le sens où ça va quand même très bien en Ligue 1, même si c'est pas l'objectif du PSG, mais voilà, pour qu'il y ait une crise au PSG, enfin, excuse-moi, ça va très bien, mais moi, j'ai pas vu grand-chose, contre Lens. Il gagnait 1-0 avec une équipe qui a 10 sur les 20 dernières minutes. Voilà. T'es leader avec 6 points d'avance, tu peux pas être en crise, quoi. Tu vois, Philippe. Sauf si tu montres rien. En crise. Après, ils pourront dire toujours que la Ligue des Champions cette année, ils construisent, et ils pourront se retrancher derrière le calendrier le plus difficile. Ils auront raison de dire que le calendrier qu'ils ont eu sur cette Ligue des Champions est le plus difficile des équipes engagées. Et voilà, il y a toujours des excuses à trouver à Paris. Et puis bon, pour finir dans les 24, je pense quand même que Paris est en capacité de le faire, même s'ils finissent à 9 points dans les 24. Je pense qu'ils finiront quand même dans les 24. Mais c'est pour ça qu'une défaite demain, je pense pas que ça mette une crise. Maintenant, je crois pas que Paris va exploser demain, donc ce sera un match nul, un mini, une non-crise, mais voilà, pour moi, je vois pas Paris en crise demain. Est-ce que tu as vu depuis le début de la saison, est-ce que pour toi il y a un match référence du PSG, c'est-à-dire un match maîtrisé, un match où tu sens un potentiel d'équipe européenne Malheureusement, il y en avait un. Mais on s'est rendu compte finalement derrière que Montpellier était très faible. Ah bah Montpellier, oui. Parce que Montpellier, c'est un récital. Oui, mais Montpellier, il n'y avait rien en face. Alors, regarde les résultats de Montpellier, même avec un nouvel entraîneur, c'est désastreux. À la deuxième journée, tu ne peux pas le savoir, Montpellier, il n'y avait rien en face. C'est vrai. Non, Philippe, tu parlais. Ouais, c'est vrai. Tu parlais des. Tu pouvais t'inquiéter un peu, mais dire que Montpellier sera aussi faible cette année, personne ne le pensait, je pense. Et je pense qu'il y a eu peut-être ce match en trompe-l'œil, dans le sens où on a vu Paris jouer, marquer des buts. Enfin, c'était un récital là pour le coup. C'était une leçon de football. Il y aurait quand même eu quelques-uns des matchs de Paris bien maîtrisés, même le classique, il a été bien maîtrisé. Il y a eu des matchs bien maîtrisés. Après, le problème de Paris, c'est plus cette efficacité.
qui n'existe pas parce que demain comment on tu peut peux encore avoir mettre Luis Enrique Lee qui va nous sortir. avant-centre en Coupe d'Europe? bah ça, on est d'accord, oui. Ah mais je suis d'accord. Ah mais c'est que Ramos est blessé. Pour moi, on peut encore se retrouver. On peut encore se retrouver demain avec un PSG qui aura 27 tirs. 3 cadrés. Et c'est peut-être là le problème aujourd'hui, c'est que il va se retrancher derrière ça. On est l'équipe qui produit le plus de jeux en Coupe d'Europe. On est l'équipe qui tire le plus en Coupe d'Europe. Oui, effectivement. Après, l'efficacité, à un moment donné, il la faut. Hein, en termes d'efficacité, quand tu regardes Lyon Beşiktaş, c'était pas mal non plus. Dernière oui, j'y étais en plus. Pour finir avec un peu de légèreté, Philippe, tu parlais des traditions, elles sont importantes. On a quand même la dinde à Noël, on a les œufs à Pâques et on a la blessure de Neymar en novembre. Oui, elle a eu lieu. Mais ce qui est bien, c'est que Neymar ne joue plus au PSG. Donc c'est la tradition qui il revient, au bout de 15 jours, il se reblesse. Ah oui, quelle tristesse. Alors, franchement, ça me fait pas rire. C'est d'une tristesse absolue. Je ne sais pas si tu as vu les images où on le voit sortir de ce terrain, où il essaye de rassurer les gens en disant c'est une crampe, tu m'étonnes. Et là, le verdict est tombé, il en a pour 15 jours minimum. C'est-à-dire qu'il a un problème musculaire. Pour le coup, c'est pas ligamentaire. Ouais, après, il a pas joué depuis combien de temps aussi. Voilà, il paye ses excès. Forcément, à un moment donné, est-ce qu'il est vraiment à plaindre, Guy, quand même? C'est lui qui se met ce rythme de vie. Ce qui est à plaindre, c'est le foot, quoi. C'était un tellement beau joueur. Moi, j'adore ce mec. J'adore le voir jouer. Et c'est d'une tristesse absolue. Moi, le joueur voir a disparu comme ça. depuis longtemps. Allez, on va faire le jeu des pronostics pour demain soir. Ton avis, Guy? PSG Atlético. 1-0 PSG. Pour toi, Manu? 0-0. 0-0, Quentin. Un bon 0-0 aussi. Ah, je pensais que tu allais dire une défaite du PSG en tant que supporter de l'OM. Non, il faut être Écoutez, intègre. moi je vais me mouiller, je vais être défaitiste. Je vois bien l'Atlético gagner 1-0 au Parc des Princes. Avec un but d'Antoine Griezmann. Pourquoi pas, oui. Et ton pronostic, Alexandre? Un partout. Un partout. Et pour que la fête soit complète, il y a un autre club qui va jouer demain en Coupe d'Europe, c'est Brest, qui fait un très bon parcours en Coupe d'Europe, qui va jouer au Sparta Prague. Pronostic pour Brest au Sparta? 2-2. Emmanuel? Moi, je les vois gagner 2-1. 1-0 pour Brest. 1-0 pour Brest. Quentin? Moi, je vais mettre victoire de Brest 1-0, il se qualifie. Et ben moi, je vois bien Brest se qualifier avec une victoire 1-0 sur un palier en ce moment un peu. C'est compliqué en Ligue 1 parce que les efforts de Coupe des Champions, de Ligue des Champions, ils les payent et ils font quand même un super parcours. Merci beaucoup et on vous conseille d'aller lire tous les articles du But Football Club et il y en a vraiment beaucoup tous les jours et c'est vraiment un super site pour tous les fans de foot. Tout de suite, on va prendre. Merci à toi, Alexandre Corbeau. Écoutez, Alexandre a mis entendez les Corbos tous les mardis soirs sur nos ondes. On va faire un générique, on va le faire, Alexandre. Eh bien, entends-tu? Merci, avec plaisir. Et tout de suite, on va parler des arrières-cuisines du football avec perquisition chez le président de la Ligue et à la Ligue aujourd'hui, sans oublier DAZN et très peu d'abonnés, 400 000. Le football est-il en danger? On se retrouve tout de suite avec Vincent Chaudel, qu'on connaît bien, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Sud Radio, votre retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Quentin Cabanis et on va parler des arrières-cuisines du foot. Double perquisition aujourd'hui au siège de la Ligue de football professionnel et chez le président Vincent Labrune. Il y a des problèmes vu le nombre d'abonnés chez DAZN, 400 000 abonnés seulement, ça va faire un peu pour payer les droits de télé et beIN qui renégocie son contrat avec un retard de paiement. On va parler de ces problèmes avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Salut Vincent. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Alors, je vais lire le communiqué de la Ligue. Comme elle l'avait indiqué à plusieurs reprises, la Ligue de football professionnel coopère avec la justice pour apporter tous les éléments nécessaires à l'enquête en cours, en toute transparence. Les actes d'enquête qui se déroulent dans la plus grande sérénité confirmeront que l'action menée par la Ligue a toujours été guidée par un engagement profond avec le football français, dans le plein respect des règles en vigueur. Est-ce que c'est une affaire grave, potentiellement, qui est en cours entre la Ligue et CVC? En fait, les enjeux sont importants. L'arrivée, le montage d'une société commerciale était un véhicule qui était mis en place dans d'autres championnats ou dans d'autres compétitions pour permettre en fait à une association, parce qu'une ligue ce n'est qu'une association, d'avoir des fonds pour se développer. Malheureusement, dans le cas de la France, les fonds qui sont arrivés, 1,5 milliard, ont plus eu tendance à combler des trous dans l'économie des clubs que de permettre à ces clubs et à la Ligue de se développer, qui était vraiment un grand besoin. Donc ça, c'est le sujet qui peut être effectivement inquiétant parce que ce n'est pas
un engagement de capter des revenus pendant une période donnée, mais c'est à vitam aeternam, j'aurais tendance à dire. Et donc là, c'est un vrai problème pour le football français. Maintenant, que va pouvoir prouver ou pas la perquisition, je dirais que c'est bien trop tôt pour en parler. En revanche, dire qu'actuellement on est dans une mauvaise spirale pour le football français, oui, c'est clairement ça, parce que on a des droits qui sont moins importants alors que les clubs avaient anticipé pour certains des revenus supérieurs. On sort du Covid avec 1,3 milliard de pertes pour l'ensemble du championnat de France, qui est très lourd. Et en fait, par rapport à ça, on a eu des choix qui ont été pour le moins surprenants ou contestables, comme le changement de locaux de la Ligue pour plus de 130 millions d'euros, à un moment où on n'avait pas connaissance encore du montant des droits. Alors, si les droits avaient été d'1 milliard, tout va bien, mais quand on se met à dos le principal acteur de la télé payante, qui est Canal+, ça devient compliqué. Emmanuel Galasso. Oui, puis plus globalement, moi, je suis très inquiet pour l'avenir de la Ligue 1 parce que les deux diffuseurs aujourd'hui sont. Ah, tu voulais sur Vincent Labrune, pardon. Excuse-moi, c'est ça. Non, vas-y. Non, moi je suis très inquiet pour l'avenir de la Ligue 1 parce qu'aujourd'hui les deux diffuseurs sont fragilisés. On a d'un côté DAZN qui vient d'annoncer, alors pas directement, mais on connaît leur chiffre, 400 000 abonnés, sachant que leur objectif était d'1,5 million au moment où l'abonnement était à 29 € et est passé à 19 €. Il y a plus de monde sur Telegram que sur DAZN, quoi. Dans les matchs, c'est terrifiant. Il y a des lives à plus de 80 000 personnes pendant les matchs sur l'application Telegram. Donc, et là, on se pose la question, du coup, maintenant que c'est passé à 19 €, le 1,5 million, est-ce qu'il s'est pas transformé en 2 millions ou 2,5 millions? Donc, il y a DAZN qui tremble un petit peu, sachant qu'il y a une clause qui a été signée dès le contrat entre la LFP et DAZN qui permet au 1er décembre 2025 de sortir du contrat sans aucun dédommagement. Chaque partie a le droit de partir. Et on peut se douter que si DAZN n'a pas atteint son objectif, DAZN partira au 1er décembre 2025, ce qui pose la question, est-ce qu'il y aura un diffuseur dans un an encore de la Ligue 1? Et dans le même temps, parce que DAZN pourrait aussi négocier de manière un petit peu brutale. C'est ce que fait beIN actuellement. beIN qui est le diffuseur de la Ligue 2 et d'un match de Ligue 1 par week-end. beIN qui aujourd'hui met la pression en disant soit on renégocie à la baisse le contrat, soit on ne diffuse plus. Donc oui, Philippe, moi je suis très inquiet parce qu'aujourd'hui nos diffuseurs nous lâchent. Et quel avenir pour la Ligue 1? C'est la question. Vincent, vraie remarque et excellent exposé d'Emmanuel Galasso. Qu'est-ce que tu veux répondre? En fait, faut se mettre à la place des diffuseurs qui, si on prend le cas de DAZN, après on pourra discuter pour beIN, mais dans le cas de DAZN, la Ligue a quand même signé fin juillet, ça doit être le 31 juillet, le contrat, et ce qui fait que le diffuseur a eu 15 jours pour gérer la technique et le commercial, alors que si la Ligue avait signé en janvier, elle avait déjà 100 millions d'euros de plus, et elle aurait permis à son partenaire diffuseur de travailler 6 mois de plus pour avoir de bonnes solutions techniques et d'avoir de bonnes solutions commerciales. Donc en fait, on est quand même dans une situation où, encore une fois, je mets de côté le sujet de la perquisition parce que je ne sais pas ce qui va pouvoir être prouvé, mais ce qui est sûr, c'est que la situation actuellement de la Ligue est une conséquence de sa gestion, on peut dire, non performante de la situation depuis quelques temps, pas depuis 6 mois malheureusement. Guy Carlier. Pas depuis 6 mois justement, ça fait longtemps. Sauf que le problème de fond derrière tout ça, c'est la baisse du niveau de l'intérêt des matchs, c'est-à-dire l'intérêt de la Ligue 1, donc l'intérêt des diffuseurs pour la Ligue 1. Au départ, il y a ça. Donc ça fait remonter la merde en haut, à la surface. Sinon, tu t'en fous. Quand tu es dans l'euphorie, tu peux te permettre des frais, des dépenses de luxe, des choses, pas vraiment piqué dans la caisse. Enfin, tu vois, souviens-toi, en Corée, les bouteilles de Pétrus à 2000 balles, etc. Et encore, la Corée, c'était un désastre. mais ça suivait une période euphorique du football français. Donc là, la mauvaise gestion était un peu noyée sous l'euphorie et
l'enthousiasme. Il se trouve que là, on a vu le sondage de SoFoot qui dit que 75% des Français trouvent que les matchs sont moins intéressants qu'avant. Donc on est dans une dynamique de décroissance de l'intérêt du foot en général. Et donc l'incompétence n'en devient que plus évidente. L'incompétence des dirigeants et leur inefficacité, évidemment. Donc là, ils ont une responsabilité qui, je dis, apparaît d'autant plus nettement que c'est un contexte terriblement défavorable. Vincent Chaudel. Oui, alors je souscris à ce que vient de dire Guy, évidemment, mais le pire, c'est qu'en fait, quand le football va bien, c'est peut-être potentiellement tout le sport français qui va bien dans sa dynamique. Mais quand le football va mal, c'est rarement à l'avantage des autres sports. Donc en fait, ce qui est en train de se passer peut être inquiétant, pas uniquement pour le football, parce que là, on rentre dans une spirale. Alors déjà, ce qui vient de se passer a favorisé le développement du piratage, du streaming illégal. Et ce streaming illégal, une fois qu'on en prend l'habitude, on n'en prend pas l'habitude que pour le football, on peut l'apprendre pour d'autres éléments. Donc en fait, c'est ça qui est très inquiétant dans ce que l'on vit actuellement. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où on a rarement été aussi mal d'un point de vue structurel ou économique, c'est le moment où sportivement on va mieux au niveau des clubs. C'est fou. Ça, c'est un vrai paradoxe. Mais il y a 18 clubs en Ligue 1, hormis le PSG qui appartient à un État et qui risque strictement rien. Est-ce que si les droits télé sont pas payés assez rapidement, on risque d'avoir des clubs en défaillance financière qui n'arrivent plus, par exemple, à payer les salaires et les charges sociales? On risque d'avoir surtout des clubs qui vont s'affaiblir parce que les joueurs vont partir. C'est surtout ça. Lors du mercato, dès le mercato d'hiver? Probablement. Après, ça va dépendre de certains clubs, mais déjà on a quand même un championnat qui s'est affaibli, mais on peut le comprendre aisément. Un club comme Le Havre a touché 15 millions d'euros l'année dernière et devra en toucher 6 cette année. Quand on perd 9 millions d'euros sur un budget d'un club qui devait tourner autour de 40, c'est colossal. Donc évidemment que ça a un impact. Ça a un impact sur les clubs qui vont être obligés de laisser partir certains joueurs et surtout ceux qui les coûtent le plus cher, donc c'est souvent les meilleurs. Eh bien, écoutez, vaste programme. On aura encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Merci beaucoup, Vincent Chaudel, qu'on a toujours un immense plaisir à avoir, Vincent. Fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Merci, Guy Carlier. Vincent. Bon, je vous préviens qu'on les copie, on les fait la semaine prochaine pour les pronostics. Merci, Emmanuel Galasso. Merci, on verra qui a gagné. Quentin Cabanis pourra gagner. Merci à toi, Quentin. Avec plaisir. Tu as parfaitement remplacé notre ami Maxime Sénat. Articule mieux, parce qu'on t'entend mal. Mais enfin, sinon, c'était pas mal. Ah, c'est terrifiant. Sur le fond, t'étais bon. Ah, mais c'est important déjà. Mec, je me permets pas de te juger, c'est vraiment pour déconner. Ah non, pas de souci. Merci à tous. Demain, vous retrouvez Tonton Maurizio avec sa bande. Tout de suite, les clés d'une vie et Jacques Pessis reçoit Antoine Decaune.